Le rêve d'une vie, quoi, un accomplissement. Alors j'ai plein d'autres rêves, mais celui-là c'en était un, et de me dire que waouh, t'as réalisé un de tes rêves, c'est plutôt agréable comme sensation. On est début octobre et le départ de la Mini Transat La Boulangère a été reporté à plusieurs reprises à cause de la météo qui n'est pas favorable. Donc tout le monde est un peu stressé. La mise en situation elle devient un peu plus compliquée parce qu'on était prêt à partir, et puis là les reports font que y a toujours un doute. J'ai un peu d'appréhension évidemment, mais je suis plutôt à fond. J'ai aussi hâte de ce départ parce que c'est une vraie délivrance. C'est les premières lignes du projet, les premières lignes de la Mini Transat. C'est parti, on est sur le devant de la scène, donc ça bataille ferme. Et puis forcément on anticipe tout ce qui va se passer, notamment le passage du Cap Finistère. Et les scénarios font qu'il va y avoir pas mal de vent, donc on parle de 25-30 nœuds. Il s'avérera qu'une fois arrivé sur zone, il y a un gros problème technique qui arrive, c'est le fait de perdre la VHF et l'AIS. L'AIS, c'est une sorte de radar qui donne à une distance de 12 000 autour de son bateau les différents bateaux, et en l'occurrence les concurrents. C'est la cata. Il va falloir mettre du charbon parce que là je me suis endormi pile poil dans la bascule de vent. Du coup j'ai fait du nord, c'est-à-dire la route inverse. Grave les boules, et puis petite panne d'électronique aussi pile au même moment, donc c'était génial, je savais plus trop où j'étais. Et puis j'ai réussi à remettre en route, mais j'ai plus d'AIS et j'ai un gros doute sur l'état de fonctionnement de ma VHF. Voilà, j'ai fait des essais, il n'y a personne qui me répond. Donc je perds ça, et là c'est un peu le drame, sportif, parce que bon voilà, je vais faire 100, hein, tant pis, mais là je sais que je peux plus trop jouer avec les autres avec ce manque d'informations. Il y a le petit côté stress aussi où je suis plus visible des cargos, juste uniquement à 1000. Et puis on arrive au Cap Finistère, et là la mer est croisée, il y a des trains de houle, ça va jusqu'à 6-8 mètres parfois. Le vent n'est pas forcément fort, mais c'est déstabilisant parce que des conditions comme ça j'en avais jamais connues. Et donc on a vraiment de la houle, parfois du vent, parfois pas de vent, parfois beaucoup de vent. Passage du Cap Finistère avec le fameux DST, la zone de séparation du trafic maritime qui sépare les cargos et qui nous permet, qu'on a obligation de longer, on ne peut pas rentrer dedans. Et là, je retrouve un groupe de bateaux, dont Thomas Destet. Et Thomas va mettre d'une grande aide parce qu'il va me servir, ça va être mes yeux pour pouvoir traverser la perpendiculaire de cette zone où il y a beaucoup de trafic maritime. Et du coup, il me préviendra à chaque fois quand il y a un cargo, etc. On vient de passer la nuit à bourriner sous Ginecker. J'étais avec Thomas Destet, là c'était bien sympa. Et on est à 500 000 du waypoint de Madère qui permet de se positionner pour l'arrivée. On a passé la nuit aussi à éviter les cargos. Je me suis même fait klaxonner parce que je gênais un peu la circulation. Ça c'est un des points clés de cette première étape. Le deuxième, c'est le fait qu'il y a beaucoup de houle, une mer croisée désordonnée. Le vent est difficile à identifier vraiment en force. Ça passe de 16 à 25 nœuds. Je décide de remettre le spi, il y a une grosse houle. Et là, ça passe plutôt bien. Et puis un train de houle arrive, la première vague, bon, c'est gros surf, engagé, ça descend bien. Et puis je vois la deuxième vague derrière moi, et là je me dis que ça va pas le faire, quoi. Bon bah voilà, je viens de faire un putain de gros vrac à la con. Ça va, mais là, on
on va refaire le ménage et puis on va se poser un petit peu pour dormir et puis on va arrêter les conneries. Le bateau se couche, je pars à la flotte, alors heureusement je suis attaché. Et là on n'a plus de... Le cerveau il est un peu déconnecté, on passe en mode survie et en 2 temps 3 mouvements j'affale le spi, je le récupère entier alors que je suis bien en vrac. Ça dure quelques minutes et puis là boum, la sentence psychologique tombe et je me dis mais tu viens d'aller te baigner. Alors heureusement j'étais attaché mais là fais un break, là ça va pas du tout quoi. Un autre passage, c'est que du coup j'ai perdu un petit peu le système météo, la moitié de la flotte est bien en devant de moi à plusieurs milles. Et là c'est compliqué, là je me dis qu'est-ce que je fais quoi. Je mets le clignotant, je rentre sur un port là que j'avais noté, j'arrête, c'est bâché. Il y en a qui font la régate, moi je fais du bricolage. On est à 455 000 quoi. Toute la nuit il y a eu pétole, pas de vent, rien du tout. Là ça y est, il y a du vent, on va pas se plaindre, mais il est en pleine face, il faut tirer des bords. Donc j'ai pas vu un bateau, ça fait 5 jours. J'ai pas entendu quelqu'un, ça fait 5-6 jours pareil. On a un peu ras-le-bol, hein, pour tout vous dire. Là je vais écouter la radio dans 30 minutes. Alors, 30 minutes, qu'est-ce que j'aurais pu faire en 30 minutes? J'aurais pu faire une petite sieste, sauf que j'ai pas de réveil. Il est pété ce truc de merde. Voilà. Il y aura de la casse sur le bateau. À un moment j'ai failli perdre le bout d'or, le casser en deux. Le bras de spi qui casse, l'électronique qui me fait défaut pendant 12 heures, le système qui me donne l'énergie qui tombe en panne, que je réussis à bricoler. Je perds aussi les feux de navigation. Enfin, tout part en sucette. Pendant 2 ans, j'avais pas eu aucun souci ou quasiment pas, et là je cumule tout quoi. Et puis c'est le dernier touchous pour Las Palmas et entre guillemets la délivrance de se dire que tous les problèmes sont derrière, techniques, et vraiment le bonheur de dire voilà bon la place elle est nulle, elle n'était pas attendue comme ça, mais au moins t'as fini la première étape, t'es là-bas avec les autres, l'aventure peut continuer. Et puis l'accueil, une des plus belles récompenses de cette mini pour moi, ça a été toujours d'arriver et puis de voir que du premier au dernier en fait t'es accueilli. Et là tu te dis waouh, ça y est, déjà avec mon petit bateau je suis parti de La Rochelle, je suis passé devant le Portugal, devant l'Espagne, devant le Maroc, j'ai fait tout ça. Quand on regarde sur la carte on me dit c'est quand même un truc de dingue de parcourir tant de milles avec un si petit bateau. Là on part et tout le monde se fait un peu surprendre quoi, parce que le vent monte, on est tous côte à côte et puis on voit les bateaux un par un qui partent au lof, à la bâtée, tout le monde fait des erreurs, des sorties de piste on va dire. On entend déjà la VHF, certains bateaux qui ont des problèmes qui font demi-tour pour entrer à Las Palmas, donc bon ça met pas forcément en confiance, moi je suis sur le qui-vive. Le vent a monté, c'est normal, c'est l'accélération là de l'île. Mais jusqu'à 30 nœuds, donc je crois qu'il y a pas mal de monde qui a été calmé. Moi j'ai fait des départs en OTA, etc. Et c'est bien d'avoir des spies pour le reste de la transat, vu qu'on est parti il y a que quelques heures. Donc on va aménager la monture pour l'instant, là, puis quand ça va redescendre, on va renvoyer. Jour 2, c'est le matin là. La nuit a été compliquée, il y avait beaucoup de mer, là, il y a eu 2-3 petites frayeurs là, dans des surfs, genre piste noire. Et puis je me dis allez là c'est parti, faut tout donner. Le seul truc qui me bloque dans ma tête psychologiquement c'est cette peur de casser. Donc l'appréhension forcément elle s'estompe, on essaye de rentrer en mode course, on prend ses repères, on regarde les concurrents autour de soi.
On essaye de prendre ses repères. Et puis vient s'accumuler à ça le côté météo, et il y a une fameuse onde d'est. Alors on a un petit doc. Un petit doc météo là avec l'Orient Grand Large, ça reste assez marquant parce que c'est écrit au final que si on ne contourne pas l'onde d'est par le nord, dans le sud on n'aura pas de vent, et que si on va en plein dedans on va avoir de la pluie, des orages, et que ça aura raison de nous. Et cette fiche, je l'ai relue plusieurs fois, et à chaque fois que je disais ça, je disais aura raison de nous, qu'est-ce qu'il entend par là, quoi. On est le 8 et là je suis en stress parce qu'il y a une histoire d'onde d'est, là, j'ai pas tout saisi le truc. Enfin bref, et donc là j'attends avec impatience le bulletin météo pour comprendre un petit peu, voir si ça a évolué. Je vais avoir un grain où j'ai 37 nœuds. Alors 37 nœuds en mini, ça commence à causer. Donc j'ai plutôt essayé de faire du sud, de faire la route directe. Il y a des moments où il n'y avait plus du tout de vent, j'ai perdu tout contact avec tout le monde. Et puis je vais tomber sur un groupe et Axel sur le 721 ou 780, je sais jamais. Et là ça va être la rencontre, parce qu'avec Axel en fait on va passer 7 à 8 jours quasiment bord à bord. On va se remonter le moral, on va mettre du rythme. Quand l'un fait un peu de relâche, c'est l'autre qui le booste à remettre de la toile, etc., etc. Et puis on finit par trouver notre rythme, et au final, dans un rayon de 10 000, on va pas beaucoup se quitter, quoi. Et puis on fait une journée où là, il y a 25, 30 nœuds, sous spi médium à risable, 2 riz dans la grand voile, et puis là, les 1000 défilent. Donc forcément, le bateau, il ramasse. Le skipper, physiquement aussi, ça tire dessus parce qu'il faut être en alerte de manière permanente, et puis parce que le moindre écart de route, on peut le payer très cher en faisant un départ à la battée ou à l'off. Les journées type avec les grains, comme je suis un peu conservateur, je vais affaler à chaque fois que je vois un grain qui m'arrive dessus. Et aller dans une journée, quoi, je peux envoyer affaler 20, 30 fois le spi, le remettre, etc., quoi, dès que le grain est passé. Et je commence à être bien explosé parce qu'on envoie un affale, on met le Ginecker, mais pas de Ginecker, on empanne, machin, c'est la pétole. Donc je me fais à manger, je prends la météo, et puis après je vais essayer de fermer les yeux. Et puis oui, ça sera super lent au final, l'arrivée, parce que le régime d'Alizé, il se casse la figure et c'est ultra rare au final, et on se retrouve à faire du près, dans de la pétole, donc dans plus de vent. C'est le truc bien chiant, bien relou, bien casse. À la recherche du vent perdu. Toujours de la pétole. Toujours la pétole. C'est la pétole. C'est la daube. Ah oui, ils sont jolis, hein. Il est joli le paysage, mais moi j'aimerais bien voir le paysage de la Martinique, quoi. Ça fait 2 jours qu'on est assez proche de la Martinique, à 250 000, et on n'avance pas un cul, quoi. Pas un cul. Moi je vois les réserves de nourriture qui s'amenuisent petit à petit, et puis je me retrouve à 24 heures de l'arrivée où j'ai plus rien à manger. Le truc c'est que j'ai plus rien à manger, donc ça commence à tirer sur l'organisme un peu. Je suis un peu fatigué, dès que je fais un truc, j'accuse le coup, quoi. Physiquement, je commence à être un peu cassé, alors c'est des petits bobos, des petites plaies, des choses comme ça, mais on est dans un régime où il fait 30-35 degrés, donc l'intérieur du bateau c'est le sauna, et si on veut faire des UV, il faut aller à l'extérieur, il fait un peu meilleur, sauf que ça cogne et ça crame. La première douche, c'est le rêve américain. Et puis l'arrivée se précise, donc on commence à sortir les cartes de la Martinique, réfléchir à son approche, etc. Et puis je finirai 4 minutes environ derrière le 850 qui est mon ancien bateau, donc c'est un joli clin d'œil. La plus belle des récompenses, c'est cette arrivée là, et d'être accueilli comme ça, d'embrasser, de serrer les gens dans tes bras, et d'être félicité, et de te dire que tu l'as fait, tu fais partie de cette grande famille qu'est la Mini Transat, et que ces gens-là, cette Mini Transat La Boulangère 2019, tu fais partie de l'histoire, de l'aventure, et que tu as été au bout de ton rêve, et c'est pas mal dans une vie d'aller au bout de son rêve. Ça donne envie d'y retourner, quoi.